Caramel. Caramel. Mou. Caramel. Caramel. Mou. Cette campagne présidentielle qui n'en finit pas de démarrer nous réserve en tout cas de bons moments pour rigoler jaune. C'est Christine Taubira par exemple qui se présente au nom de l'Union de la gauche. C'est le parti radical de gauche qui se met en retrait de la campagne de cette Christine Taubira, voyant que la dynamique d'un rassemblement à gauche n'est pas engagée. C'est Ségolène Royal qui nous exhorte dans la semaine de voter Jean-Luc Mélenchon, et pendant ce temps, Anne Hidalgo fait une déclaration dans un média assez inconnu sur le net, une déclaration enflammée à Kylian Mbappé pour lui demander de rester au PSG alors qu'elle a sans doute autre chose à faire, elle qui n'est créditée dans les sondages que de 2% d'intention de vote. De son côté, Éric Woerth passe chez Macron, de même que Natacha Bouchard, la maire LR de Calais. Guillaume Pelletier, ex-numéro 2 des mêmes LR, part lui chez Zemmour. Nicolas B, porte-parole de la candidate Marine Le Pen, quitte le RN lui aussi pour poser ses valises chez Zemmour, comme l'avait fait juste avant lui Gilbert Collard et Stéphane Ravier. On est en plein mercato. C'est enfin Marine Le Pen qui nous conseille cette semaine aux journalistes d'enquêter sur l'entourage d'Éric Zemmour, candidat à la présidentielle, malgré une condamnation pour incitation à la haine raciale, on va quand même le rappeler. Donc Marine Le Pen qui conseille aux journalistes d'aller enquêter du côté de l'entourage de Zemmour, disant, je cite, que dans cet entourage, il y a quelques nazis dans ses soutiens. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Allez, et quelques jours plus tard, la nouvelle porte-parole de campagne de Marine Le Pen, puisque l'ancien est passé chez Zemmour, suivez l'histoire, elle est assez compliquée. Cette nouvelle porte-parole s'appelant Edwige Diaz intervient donc en duplex depuis les locaux du RN sur LCI pour évoquer le départ de Nicolas B, la situation de sa candidate et quelques aspects de son programme. Et juste derrière elle, il y a une affiche où l'on peut lire « Le parti ne te doit rien, tu dois tout au parti ». Qu'est-ce que c'était cette phrase ? Tout simplement la devise de l'ancien Parti populaire français, créé en 1936 par le fasciste et collaborationniste Jacques Doriot, qui porta même l'uniforme nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qu'une telle devise puisse servir de décor à une communication télévisuelle de sa porte-parole n'a pas l'air en tout cas de la gêner, la numéro 1 du RN. Comme le fait remarquer aujourd'hui Pierre Rouquette dans un dessin qu'il a publié dans l'après-midi sur son site. Plus belle la vie, c'est fini, mais il nous reste la campagne présidentielle. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé ce soir par Paul Benaïm, et nous attaquons toujours cette 33e saison qui se clôturera sans doute en juin par une nouvelle fête d'anniversaire. Ce soir, on parle de psychiatrie, d'art brut et d'art moderne avec Annabelle Ténez, la directrice du musée des abattoirs, avec qui nous évoquerons l'exposition La déconiatrie sous-titrée Art, exil et psychiatrie, exposition conçue autour de la figure du psychiatre François Tosquelles. De son côté, Emmanuel Pomard nous donnera des nouvelles de la scène art visuel toulousaine. Quant à Jean-Pierre Lérague, la caution artistique et morale de cette émission, il nous conseillera de concerts à venir.
Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Randonnée mortelle. C'est la réunion de 4 musiciens hors sentier, hors secteur, multi-instrumentistes, férus d'impro, de jazz, de collage et de musique populaire. Sébastien Sirotto, Andy Lévesque, Clem Thomas et Benjamin Glibert se lancent avec ce répertoire dans la relecture du répertoire chanson de Carla Bray. Carla Bray, pianiste, compositrice, chef d'orchestre et figure essentielle du jazz post-bop et ils décident, ces 4 musiciens, de jouer à 4 une musique qui était normalement prévue pour une 12aine d'instrumentistes, d'où une instrumentation plutôt foisonnante et une invention permanente. Mortelle Randonnée, on en écoute tout de suite un morceau et on en reparle ensuite avec Jean-Pierre Lérac. Mortelle Randonnée, la chanson de l'oiseau drôle, extrait d'un EP de 4 chansons de Carla, disponible sur le Bandcamp de l'association Freddy Moraison. Mortelle Randonnée, c'est tout de suite. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Si ton Dieu attendait de moi de décrire ces oiseaux, pourquoi leur donner des ailes? Et s'il voulait qu'ils soient décrits, qui regardent leurs ailes. Il n'était pas prévu que j'ai des ailes, et en échange de ces ailes, j'ai promis à Dieu de ne jamais le décrire. Avec des nids de plumes, fatigué de chercher à savoir. Mais je suis aussi un drôle d'oiseau, et j'aime beaucoup affluer, et j'aime beaucoup affluer. Qu'est-ce que c'est? Caramel Mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Oui, vous êtes toujours à l'écoute de Caramel Mou sur Campus FM et c'est Joe Kangourou derrière le micro. Jean-Pierre Lérac, bonsoir. Bonsoir. Bon, on va rectifier tout de suite une petite erreur. C'est vrai que j'ai beau aller chez l'orthophoniste régulièrement 2 fois par semaine, j'ai encore de temps en temps ma langue qui glisse. C'est pas Randonnée mortelle, mais bien Mortelle Randonnée. Le groupe dont j'ai parlé en début de programme, Mortelle Randonnée, qui sera, et vous allez nous en parler, qui sera au Taquin ce dimanche à 19h pour présenter donc ce répertoire, on va dire un répertoire qui est né pendant le Covid, pendant le premier confinement et qui depuis attend un moment pour jouer à Toulouse. Tout à fait ça. Donc vous avez pratiquement fait la moitié de ma chronique. Très bien, donc, écoutez, on se retrouve dans 15 jours. Non, avant, je voulais quand même pousser un coup de gueule, enfin un appel du moins, avant de parler de ces concerts.
Bon, on a tous constaté, ça reprend, on est content. Il y a plein de concerts qui démarrent. La dernière quinzaine était magnifique. Pas plus tard qu'avant-hier, on avait encore un magnifique concert au Taquin. Avec Mocking Dead Bird. Donc voilà, moi je suis content parce qu'on a l'impression que toute l'activité musicale reprend. Il y a quand même un problème. C'est que, par contre, le public, ça n'est pas aperçu. Et là, on est un peu quand même. Moi, ça me pose un problème parce que là, le public ne s'est pas encore réveillé. Donc, oui, sauf que c'est vrai qu'on est dans une ville étudiante, que la majeure partie des concerts sont vus par des étudiants, et que peut-être les étudiants mercredi, ils étaient plus en boîte et dans des bars pour aller un peu danser, parce que c'est aussi le retour. Parce que hier, j'étais au Mazade, Jean-Pierre, pour un concert de Host, et là, il y avait 250 personnes au Mazade, ce qui était quand même pas mal pour les Mazades. D'accord, donc qui remettrait en question ma théorie, mais je veux bien, moi justement, après les jeunes, eux ils sortent, eux ils ont compris que c'était fini, enfin il y a longtemps qu'ils l'ont compris, mais avant que ça soit fini. Moi c'est surtout les quinquas et les sexas qui eux, ils sont encore en confinement, ils sont encore en hibernation, alors c'est pour ça que je voulais leur passer ce message, vous pouvez ressortir. Voilà, on vous attend dans les concerts. Il fait effectivement frais un peu le soir, mais avec une bonne écharpe, ça passe. Bon, c'est vrai, il y en a beaucoup qui ont du mal. Moi, c'est vrai, après ce mois de janvier, on a eu du mal à ressortir. Bon, ceux qui sont partis à la campagne, évidemment, pour cela, on ne peut plus rien faire. Enfin, voilà, en tout cas, on va leur donner envie. Il y a encore des très beaux concerts qui se présentent pour cette semaine. Et donc, vous avez dit l'essentiel sur ce concert. Dimanche, un concert de Mortel Randonnée. Mortel Randonnée, c'est donc à 19h dimanche au Taquin. Ce n'est pas, c'est Freddy Moguezon qui l'organise, puisque c'est une présentation du projet à Toulouse pour la première fois. Ils avaient joué déjà Freddy Taquin, mais c'est vraiment la présentation du projet abouti pour le public toulousain, si bien. et donc, c'est pas Freddy Taquin, donc l'horaire, c'est à 19h dimanche. Ça, c'est important de le préciser. Alors, ce projet, vous avez dit l'essentiel, qu'est-ce qu'il me reste à dire ? Bon, c'est un projet que je connais très bien, puisque nous l'avons accueilli en résidence à Luce l'année dernière. Donc j'ai suivi la résidence, j'ai suivi l'évolution du projet et puis le concert qui boucle toutes les résidences en principe. Donc j'ai bien étudié cette histoire. Sébastien m'avait parlé de ce projet dès qu'il était dans sa tête. Sébastien Sirotto, le trompettiste clavier. Parce que c'est quand même un projet à son initiative. Et lorsqu'il m'en a parlé, j'avoue que j'avais confiance parce que c'est les musiciens qui avaient dedans. On sait très bien que ça était sûr d'une garantie de qualité. Mais quand même sur le projet, j'ai toujours inquiet quand on me dit on va refaire une musique d'un tel. Il y a toujours quand même une inquiétude. On se dit comment ça va faire ? Est-ce que ça va être du copier-coller ? Est-ce que ça va être... Et donc, voilà, vous me voyez venir. Surtout Carla Bley, c'est quand même un monument. Et Carla Bley. Donc voilà, évidemment, moi j'ai ravi qu'on reprenne les musiques de Carla Bley, mais il y avait ce danger. Et en fait, je m'en suis aperçu on a vite compris. Ils ont fait un travail magnifique. Hein. J'ai été scotché parce qu'ils ont vraiment recréé l'univers de Carla Bley. Ils n'ont pas cherché à copier. Ils ont recréé tout cet aspect, parce que la musique de Carla Bley, comme je disais, c'est vraiment, on peut dire du jazz pop, etc., ça part dans plein de sens. Et ils se sont attachés à une période de Carla Bley, la fin des années 70, début des années 80, qui est certainement la plus intéressante de sa carrière, il y a notamment l'album Musique mécanique dedans. Et donc, à travers ça, leur spectacle, c'est ça. Il y a des moments où c'est des musiques un peu pop, des musiques un peu débridées, des fois c'est de la chanson. Et on voyage dans cet univers de Carla Bley. Et c'est magnifique. Donc, en plus, ces 4 instrumentistes, donc, ils ont fait le pari. C'est vrai que vous aviez dit, comme vous l'avez dit, c'est un projet qui est pour plein de musiciens, une dizaine de musiciens. Donc là, ils ont fait ce pari. Ils sont tous multi-instrumentistes et ils jouent pas que leur instrument. Et voilà. Donc le résultat est vraiment scotchant. Et franchement, j'ai changé complètement d'avis. Et voilà, donc je recommande complètement ce spectacle, même pour les gens qui ne connaissent pas Carla Bley, c'est une occasion alors pour ceux qui la connaissent, c'est magnifique, ça fait vraiment des émotions. Donc ça c'est au Taquin à 19h ce dimanche, une jolie façon de terminer le week-end. Complètement. Et la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, ce sera la même semaine, ça dépend quand est-ce que commence la semaine, mais pas donc ce sera le 26. C'est comme les intervalles, ça, on n'est jamais d'accord. C'est donc le 26 novembre, ça sera au Théâtre du Pavé, un concert organisé par le Pavé dans le Jazz. Et donc là, un double plateau avec deux orchestres là aussi qu'on devait programmer pendant cette fameuse période qu'on a derrière nous maintenant, on est d'accord. Hein.
Et donc, c'est une soirée qui va s'annoncer très contrastée, déjà, et surprenante. Ça, je ne vous surprendrai pas si je vous dis que ça va être surprenante. C'est quand même un peu ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire de surprendre les gens. Et je pense qu'on y réussit assez souvent, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. On va confirmer. Donc voilà, ça c'est une soirée. L'autre particularité de cette soirée, c'est une soirée qui est moitié toulousaine, moitié poitevine. Donc la moitié des musiciens sont de Poitiers. Et donc le premier groupe s'appelle Gaz Moutarde, et c'est un groupe qui est né juste au début du confinement, là aussi, à la CAFO. Une idée, je ne sais pas qui c'est qui a eu cette idée, où on retrouve 4 sax alto sur la scène. On se demande bien ce que ça va pouvoir faire. Et parmi ces 4 sax, ce sont des saxophonistes qu'on connaît très bien à Toulouse, qu'on voit sur plein de projets. Julien Gineste de Piac, Florian Nastor qu'on ne présente plus, Andy Lévesque, qui évidemment a été également dans Mortel Randonnée. Et puis il y a Jean-Luc Petit, Jean-Luc, grand clarinettiste et saxophoniste poitevin. Et donc à partir de là, ils ont fait un projet qui est complètement étonnant. C'est difficile de parler de cette musique parce qu'on se demande, c'est une espèce de son comme ça, comme si c'était de l'électro. Il y a 4 sax alto qui se fondent comme ça. Moi, j'ai été complètement séduit lorsque j'ai vu ça à la CAFO. Je me suis promis de suite qu'on allait vraiment refaire jouer ça. Malheureusement, on a mis un peu de temps pour le remettre en place, mais ça y est, on y est arrivé. Et donc, ça va être un double plateau avec un autre projet qui là est dans un tout autre style. On va être un style un peu plus rugueux, on va dire, avec deux poitevins, là, pour le coup, des musiciens qu'on connaît bien dans le monde du free jazz. Éric Brochard, grand contrebassiste, et Fabrice Favriou. Et là, ils font qui est batteur, qui fait de l'électro. Enfin, voilà, ce sont des musiciens touche à tout. Et Éric Brochard aussi fait beaucoup de musique électro. Et donc là, on est sur un projet qu'on peut dire, c'est presque du métal. C'est du drum and bass, quoi. C'est sur la batterie. Et je pense que là, ce jour-là, les murs du théâtre du Pavé, on va les tester. Ils vont vibrer un peu. C'est vraiment, c'est ce projet qui pourrait, je pense, faire être programmé dans un festival de métal. Bon, ils ne le feront pas parce qu'ils ne vont pas aller chercher. Derviche au Hellfest, ça serait justement, original. Hellfest, d'Éric Brochard, j'ai un personnage que je rencontre souvent et on discute. Et lui, par exemple, chaque année, il est à Hellfest. C'est quelqu'un qui aime vraiment la musique comme ça, métal, et qui est aussi un grand contrebassiste de jazz. Donc là, on retrouve un petit peu ces deux univers mélangés. Voilà, c'est fort en émotion. Donc là, si avec ça, les gens, ils n'ont pas envie de sortir, ça va être une soirée vraiment avec des émotions très diverses. Écoutez, je pense qu'on ne peut pas dire plus, quoi. Ce qu'on peut faire il ne reste plus qu'à écouter. On peut écouter pour vous dire que je ne mens pas. On va écouter un morceau de Derviche. Alors Derviche, évidemment, ça n'a rien à voir avec les danses turques. Enfin, moi, j'ai pas vu le rapport encore. Voilà, mais on pourrait très bien tourner en boucle sur le morceau qu'on va écouter. Simplement, la musique de fond, elle est sans doute nettement plus rugueuse, comme vous dites, que sur celle des derviches tourneurs turcs. Alors, l'auditeur, on lui demandé, vous montez un petit peu le son dans votre salon. Le son, c'est le moment. Derviche, donc on écoute ça tout de suite, et c'est donc samedi prochain, programmé au Théâtre du Pavé, dans le cadre d'un pavé dans le jazz, avec donc un double plateau avec Gaz Moutarde. Derviche, tout de suite.
croyez qu'en radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Bonsoir Annabelle Ténèze. Bonsoir. Vous êtes la directrice du musée des abattoirs, musée qui depuis octobre et jusqu'au 6 mars prochain célèbre la figure de François Tosquelles, psychiatre catalan-espagnol, arrivé en France après la fin de la guerre civile et de la guerre d'Espagne. Tout d'abord, avant de parler un peu de l'expo en elle-même, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui était François Tosquelles? Alors François Tosquelles, c'est avant tout un psychiatre, hein. C'est comme ça qu'on le connaît, mais on va dire que c'est un personnage d'un psychiatre plus. Nous, donc, on suit ce fil rouge de la figure de François Tosquelles, qui est notamment connu en France et dans le monde pour avoir été l'inventeur de ce qu'on appelle la psychiatrie institutionnelle, la psychiatrie de secteur, qui est en gros une psychiatrie située, c'est-à-dire qui s'adapte aux personnes, et également une psychiatrie qui indique qu'il faut soigner les soignants et soigner les institutions pour être soi-même un bon soignant et pour s'occuper des pensionnaires, puisqu'on parle de pensionnaires et pas forcément de malades à Saint-Alban-sur-Limagnole. L'hôpital où il s'était installé, où il avait été embauché en 1939, après être passé, parce que vous dites, il est arrivé après la défaite, hein, il faut quand même rappeler qu'un Espagnol et un Catalan qui arrivent après la défaite, ils passent d'abord par les camps des étrangers indésirables, et si quelqu'un lui trouve du travail, il peut en sortir. Ouais. Et c'est vrai qu'il a quand même une histoire un peu particulière, ce François Tosquelles, bien connu dans le milieu de la psychiatrie, mais aussi du médico-social, comme inventeur de la psychothérapie institutionnelle, où un autre des principes, c'était que tous les gens qui appartiennent à l'institution se mettent au service justement des pensionnaires, et pas que les éducateurs ou les docteurs ou les infirmiers, mais également les gens de la cuisine, le personnel de service. Il a une histoire assez incroyable après la guerre. Il arrive donc en 1939 en France, en passant la frontière du côté de Bagnères de Luchon, et puis il entend dire que du côté de Sept-Fonds, à côté de Montauban, il y a un camp de concentration avec des intellectuels espagnols. Il s'y rend, et puis il n'y a pas que des intellectuels espagnols, il y a plein d'anciens républicains qui ont été mis dans ce camp parce qu'il faisait peur au gouvernement français. 500 000 personnes qui déboulent à la frontière une fois que Franco a gagné la guerre. Ça a mis le ouaille et ça a fait peur à beaucoup de monde. Et puis lui va voir directement les gens du camp pour dire: est-ce que je peux vous aider, je suis Toubib. Et c'est comme ça que dans le camp de Sept-Fonds, il va monter une première unité de psychiatrie avant que le directeur de Sept-Fonds ne l'envoie donc à Saint-Alban, parce qu'il était aussi recherché par les Allemands et par les Espagnols. Et il lui a dit: va te mettre au frais à Saint-Alban, à 1000 mètres d'altitude. Il faisait effectivement frais à Saint-Alban, et puis peut-être que comme ça les histoires se calmeront. Et c'est comme ça qu'il arrive à Saint-Alban. Il est Toubib, mais ses diplômes ne sont pas reconnus en France, donc il est embauché comme infirmier. Avant de continuer avec lui, on va peut-être écouter la voix de François Tosquelles. Una característica general de tots els experts analítics és qui fou l'inventor, perquè l'individu se'n rappel de rien, de ses anècdotes. I alors, si no l'inventa pas, el que l'inventi. I alors, i decona, perquè ja pel sa decona, on l'autoritza a deconer, i on dit decona, mon petit, ça s'appelle associé. Alors, mais, ici, per son te juge, etc., enfin, tu peux deconer a ton aise, quoi. Parce que la psychiatrie, je l'appelais la déconiatrie, quoi, vous comprenez. Alors, donc, déconne a ton aise, mais quand il déconne, qu'est-ce que j'ai fait? Dans le silence ou en intervenant? Mais surtout dans le silence. Je déconne mon tour. C'est-à-dire, qui me dit des mots, de phrases, j'écoute les inflexions de phrases, les articulations, le lieu où on met l'accent, et qu'il laisse tomber l'accent ou quelque chose comme ça, comme dans la poésie.
Voilà, François Tosquelles qui définit un peu ce qu'il pense de la psychiatrie. Et la psychiatrie, il l'appelle la déconiatrie, ce qui est le joli nom donné à votre exposition, et la déconiatrie, ou l'art d'écouter le déconneur. Et c'est vrai que à Saint-Alban, il va s'y passer des choses très intéressantes qui, au-delà de son approche psychiatrique et de son approche de soignant, va être aussi un déclencheur en matière artistique. Oui, alors ce qui est aussi important à dire, c'est que quand il arrive à Saint-Alban, justement, la première chose qu'il fait, c'est pas d'aller visiter l'hôpital. Il va au marché. Il va rencontrer les paysans, il va rencontrer les habitants avant d'aller à l'hôpital. Et à chaque fois, il y va à pied. Comme il a traversé les Pyrénées, comme il est arrivé au camp de Sept-Fonds, parce que ces camps des étrangers indésirables, il ne faut pas oublier que c'est la loi de 1938 qui le permet. On n'a pas attendu 1939 et la Seconde Guerre mondiale pour avoir une belle loi pour enfermer les étrangers juste sous prétexte d'être indésirables. Et c'est vrai que ce qu'on a essayé aussi de montrer dans l'exposition, c'est que bien sûr, il y a cette partie que moi j'appelle la partie immergée de l'iceberg, qui est rentrée sous l'appellation d'art brut. C'est-à-dire que dans les artistes pensionnaires à Saint-Alban, il y a beaucoup d'artistes qui vont être collectionnés par Jean Dubuffet et qui sont aujourd'hui dans les grandes collections d'art brut, donc évidemment à Lausanne, qui est l'ancienne collection de Jean Dubuffet, et également au LAM, le musée d'art moderne et contemporain de Villeneuve-d'Ascq, donc des artistes qui sont très collectionnés. Mais plus largement que l'art brut, c'est une créativité globale que promeut Tosquelles. Aujourd'hui, on parlerait de vivre ensemble. Tout simplement, c'est une expression qui n'existe pas à l'époque. Et donc, on montre évidemment dans l'exposition des artistes de l'art brut, mais aussi on les montre en se disant qui ils sont. Puisqu'en fait, l'appellation art brut a parfois fait qu'on a oublié qui ils étaient. On a regardé leur production, mais ces gens, ils viennent d'où ? Ils ont aussi une histoire, comme les autres artistes. Et aussi, comme ils ont été promus à une grande reconnaissance, on oublie que ce qui se passe à Saint-Alban, c'est global. D'ailleurs, on le voit dans le fameux film de la Société d'hygiène lozérienne que tourne Tosquelles, dans le fait qu'il y a aussi beaucoup de cinéastes comme Ruspoli qui viennent également à Saint-Alban, et ça se voit notamment dans les affiches qu'on montre, qui sont les affiches des fêtes, et qui sont des affiches de fête pour tout le village, c'est-à-dire ceux qui travaillent à l'hôpital, ceux qui vivent là, et on voit les différentes activités, c'est-à-dire qu'ils ont un journal interne, Trait d'Union, qu'on montre, et le journal Trait d'Union, il ne se fait qu'en interne, mais il s'écrit, et il se met en page, et s'imprime au sein même de l'hôpital. Et il se crée au sein même, et le comité de rédaction est un comité qui est fait de soignants et de soignés. Exactement. Ensemble. Tout comme lorsqu'on voit dans ce film, on voit les processions. Donc, par exemple, s'il y a des processions de folklore, d'habitude, on les fait tous ensemble, y compris les patients. Certains préfèrent écrire, leur créativité, elle est dans l'écrit. Alors, c'est moins collectionné que les artistes d'art brut. Mais il y a ça aussi. Il y a le fait d'aller marcher ensemble. Il y a énormément de marches thérapeutiques aussi. Ça en fait partie. Il y a des veillées au flambeau. Il faut savoir qu'il y a des séances de cinéma. Hervé Morin est allé présenter des choses à Saint-Alban dans les années 60. Et il n'y a pas de hiérarchie entre ces différents moments. C'est l'ensemble de ces moments qui créent la vie à Saint-Alban. Et Rose Tosquelles, une des filles de Tosquelles, de François Tosquelles, le soir du vernissage, disait bien que bien vivre, c'est bien vivre avec sa folie. Et les enfants racontent aussi que, par exemple, leurs babysitters sont des pensionnaires. Pensionnaires parce qu'on ne dit pas patient à Saint-Alban. Donc il y a vraiment l'idée que tout ça n'est pas séparé. Il faut bien penser que soigner les malades psychiatriques, on n'y pense qu'à partir du 19e siècle. Avant, on les garde. On ne pense pas à les soigner. Et là, il y a l'idée que soigner, c'est une opération globale. Et d'une certaine manière, soigner les autres, c'est aussi se soigner soi. Et d'ailleurs, c'est une expérience que Tosquelles fait à tous les moments. C'est-à-dire que lorsqu'il est aussi engagé comme soldat sur le front de la guerre d'Espagne, eh bien lui, il fait de la psychiatrie avec les soldats qui viennent de combattre la journée.
et il s'accompagne aussi parfois de prostituées pour l'aider à être infirmière psychiatrique. Oui, lui il disait que les prostituées connaissaient très bien l'âme humaine et qu'il n'y avait pas de problème tant qu'elles ne couchaient pas avec les gens qu'elles soignaient. Exactement. Ce qui est une idée qui semble, d'ailleurs, de toute façon, quand on regarde et qu'on lit tout ce qui s'écrit, se pense au moment dans les prémices, hélas, de la guerre d'Espagne, il y a énormément de la modernité sociétale d'aujourd'hui, ou parfois même un peu en avance. Donc là, et c'est ce qui continue lorsqu'il va au camp de Sept-Fonds. Le camp de Sept-Fonds, il ne reste que quelques mois, mais c'est assez paradoxal de se dire que c'est quelqu'un qui normalement interne, qui lui-même se retrouve interné. C'est quand même une sorte de boucle bouclée. Et d'ailleurs, il n'a pas été si interrogé que ça sur cette période-là. Il a, avec ce jeu de mots qu'on a entendu, il joue beaucoup sur le langage, il joue parfois aussi de lui-même sur ses erreurs de langage, pour arriver à parler du camp de concentré, etc. Il rappelle, que ce que rappellent beaucoup les historiens des camps de l'exil espagnol, c'est qu'à l'époque, on parle de camp de concentration. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, camp de concentration, on l'utilise pour dire camp d'extermination, mais le terme de l'époque, c'est camp de concentration. Et oui, et c'était bien l'idée de concentrer des gens indésirables dans un même endroit pour les avoir à l'œil. Et il faut peut-être rappeler la position assez particulière de cette clinique de Saint-Alblan en Lozère, à 900-1000 mètres d'altitude. Ça veut dire que le réchauffement climatique n'était pas encore d'actualité. Il était déjà en marche, mais on ne s'en apercevait pas encore. Donc ça veut dire des hivers très très froids. On est en pleine guerre avec l'Allemagne. La paix a été signée, Vichy s'est installé. Il faut quand même rappeler que pendant la période de Vichy, c'est quand même 40 000 pensionnaires d'hôpitaux psychiatriques en France qui vont mourir de faim, et parce que délaissés par le pouvoir de Vichy qui n'en avait cure. Et c'est vrai que pour Tosquelles, la première chose à faire à Saint-Alban, c'est de nourrir les gens. Et c'est vrai qu'il va y avoir tout un travail qu'il va faire avec les pensionnaires de Saint-Alban autour de la nourriture, autour d'un jardin partagé et où tout le monde va participer à l'activité jardin, soigné comme soignant, certains pensionnaires de Saint-Alban étant loués à des fermiers contre rétribution sous forme de nourriture. C'est vrai que là aussi, il va faire en sorte que les gens se prennent en charge à une période qui était très très difficile. D'ailleurs, les historiens parlent aujourd'hui de ce phénomène qu'on connaît peu, du terme d'extermination douce. C'est-à-dire que dans l'idée de l'eugénisme, qui est propre au développement du nazisme, au lieu d'aller tuer les pensionnaires, on va les laisser tranquillement mourir de faim. Les laisser mourir de faim. C'est une raison, par exemple, pour laquelle le docteur Ferdière et Antonin Artaud vont aussi à Rodez. D'ailleurs, on dit souvent Camille Claudel meurt du typhus. Mais Camille Claudel, elle meurt du typhus dans ces périodes-là, dans un hôpital psychiatrique aussi. Donc il y a cette idée d'expérimentation douce qui évidemment est moins forte à la campagne. Et puis il y a ce paradoxe donc que ce sont des lieux de mouroirs, quand même 40 000 personnes, c'est pas rien, et que certains hôpitaux psychiatriques sont des asiles qui deviennent des asiles, puisque sur cette période de la Seconde Guerre mondiale, l'autre grande figure à côté de Tosquelles, c'est son partenariat avec Lucien Bonafé. Donc Lucien Bonafé, qui est un psychiatre, qui est le petit-fils de Maxime Dubuisson, lui-même psychiatre, qui a fait partie des origines de la Cinémathèque de Toulouse, qui participe à des groupes surréalistes et qui lui-même fuit Paris parce qu'il est trop proche des mouvements de résistance. Et trop proche du Parti communiste. Aussi, bien sûr. Donc, ils sont... aujourd'hui, on imagine, on se dit Tosquelles et Bonafé ensemble à Saint-Alban pour quelques années. C'est l'alliance incroyable. Et il faut se dire aussi que donc, Saint-Alban est aussi un lieu de refuge à un moment aussi pour des Juifs qu'on cache. Il ne faut pas oublier que dans certains asiles, on a caché des Juifs, et il est aussi, du fait de ses liens avec les mouvements surréalistes, c'est là où Paul Éluard est venu chez Éluard, accompagné de sa fille Cécile Éluard et de son gendre, l'artiste Gérard Vulliamy. Ils viennent se réfugier aussi à Saint-Alban, avec le paradoxe que Éluard, c'est son pseudonyme,
il est inscrit à l'hôpital sous son vrai nom. Ils gardent de l'humour. Ils gardent de l'humour là-dedans. Et c'est vrai que d'autres artistes qu'on montre dans l'exposition, comme Jean Fautrier, est aussi quelqu'un qui se cache dans un hôpital psychiatrique. Et c'est vrai qu'Éluard, pendant cette époque-là, écrira un recueil de poèmes sous le nom de Souvenirs de la Maison des Fous. Et c'est de la maison de Saint-Alban dont il parle. Tout à fait. Et donc Gérard Vuillamy, son gendre qui est artiste, va lui faire les portraits. Et parmi les portraits, on reconnaît certains des artistes connus de Saint-Alban, comme Auguste Forestier. Et c'est vrai que ce cimetière existe encore. Hein. Ce cimetière est encore là, hein, celui qui le représente. Et c'est vrai que quand vous dites ces artistes qui étaient à Saint-Alban, c'est vrai qu'il faut rappeler que c'était des artistes qui étaient des pensionnaires de Saint-Alban, donc qui étaient arrivés là pour une folie supposée ou marquée. Et donc vous parlez de Forestier qui a fait des monstres assez superbes en bois et en matériaux de récupération. Il y a aussi plein d'artistes qui ont fait des portraits, qui ont fait des paysages et que vous montrez dans votre expo. Comment c'est monté cette expo? À Saint-Alban, il y a encore, par exemple, dont vous parliez d'un certain nombre de galeristes qui ont collectionné les œuvres des artistes venant de Saint-Alban les plus marquants, mais il y a encore un fonds qui est à Saint-Alban? Alors en Saint-Alban, il y a une association culturelle qui perpétue l'histoire de Saint-Alban. Alors ils nous ont prêté beaucoup d'archives. On pense qu'il y a encore quelques privés qui ont quelques œuvres qui sont proches. Ils sont souvent d'ailleurs assez secrets par rapport à ça, puisqu'ils savent aussi l'engouement du marché, parfois pour certains de ces artistes. Nous, on a été très chanceux pour l'exposition, c'est-à-dire qu'on a réuni énormément de documents, de choses très très différentes. C'est-à-dire que pour nous, c'était important aussi, dans ce projet, d'avoir... on a des œuvres d'artistes anonymes des camps d'internement, on a des affiches de la République espagnole, on a des journaux qui viennent des hôpitaux, on a des œuvres de Paul Éluard, de Jean Fautrier, des œuvres d'Auguste Forestier, de Marguerite Servin, et beaucoup d'artistes contemporains aussi nous aidant aider à combler les trous de cette histoire et à mieux la comprendre. Et c'est vrai que ça correspondait aussi au principe de l'exposition, de se dire, voilà, on n'est pas ici pour magnifier l'art brut, magnifier forcément un psychiatre, même si on le fait quand même, mais pour raconter ces histoires qui se croisent et aussi qu'une certaine manière, l'exposition montre aussi ce vivre ensemble et ces croisements. C'est-à-dire que ce sont ces paradoxes de ces déplacements qui sont terribles quand on raconte tous ces déplacements, que ce soit des déplacements d'exil, le déplacement des malades, et en même temps, de ces points de déplacement forcés, naît quand même quelque chose. Ça, c'est presque une forme de beauté ou de réassurance. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a pas mal de gens dans l'exposition. Ça crée quand même quelque chose-là. Et de se dire aussi que tout ça peut arriver, ou peut-être ne peut arriver que dans les marges. C'est-à-dire que Saint-Alban, même aujourd'hui, allez-y, en train ou en voiture, il faut y aller. C'est pas parce que c'est quelques décennies plus tard qu'on va y aller facilement. C'est quand même là aussi, une figure qu'on n'a pas encore citée, c'est là où Frantz Fanon fait son internat de médecine. Beaucoup de gens ne savent pas que Frantz Fanon fait son internat de médecine là. C'est-à-dire qu'entre la Martinique, son engagement dans les troupes libres, et donc après les études à Lyon et avant d'aller à Blida, et évidemment ensuite de Blida de devenir encore plus ce militant de l'anticolonialisme par ses prises de position en Algérie, eh bien c'est là où il fait son internat. Et une partie des choses qu'il va essayer d'appliquer à Blida, c'est aussi ce qu'il a appris à Saint-Alban. Je veux dire, quand il arrive à Blida, Fanon, il découvre un hôpital où il y a d'un côté les colons, de l'autre les colonisés. Et évidemment, il va faire vivre tout le monde ensemble. Et essayer de s'adapter à ce que c'est d'être là. Donc c'est une histoire, parfois, où je me dis... parfois, on me dit, ah, mais c'est incroyable, c'est pas possible. C'est presque écrit. Enfin, c'est un roman. C'est un roman. Et en même temps, je me dis aussi, ça peut arriver parce qu'on est repoussé à la marge et que des gens qui sont repoussés à la marge se retrouvent ensemble. Et c'est vrai que c'est aussi
une exposition à la gloire du collectif. Cette exposition sur Tosquelles, c'est vraiment parler du collectif comme moyen d'avancer. Oui, et puis d'ailleurs, la réussite, elle est collective aussi de ce projet, c'est-à-dire que c'est un groupement de recherche, Johanna Mazo, Carles Guerra, Julien Michel, moi également, et tous les gens qu'on a croisés qui nous ont aidés. Enfin, je veux dire, la liste des remerciements, elle est longue comme le bras, parce que toutes les personnes que les uns et les autres sont allés voir avaient des histoires à raconter, avaient quelque chose à apporter. On a dans les prêteurs aussi bien des grands musées que des associatifs, des chercheurs locaux, des associations, des hôpitaux. Ça, c'est aussi ce... Oui, c'est une forme de gloire du collectif, parce que ce que fait Tosquelles, c'est que c'est une figure, mais en même temps, c'est une figure qui embarque tout le monde et qui a une généalogie. Alors, on parle de Frantz Fanon, mais il y a aussi Deligny, il y a aussi Guattari, il y a Houry, même si, et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont tous des gens qui s'inspirent les uns les autres, mais qui font à chaque fois différemment. Et qui œuvrent tous dans ce que effectivement on a appelé la psychothérapie institutionnelle. À Toulouse, il en reste des pans entiers, parce que Toulouse a été une place forte de ce mouvement, et notamment le centre psychothérapique de Saint-Simon, créé par le professeur Choran, qui est passé aussi par Saint-Alban et qui a bénéficié maintes fois de la présence de Tosquelles, autant dans les murs de l'institution que dans les murs de l'école des Ducs, qui était juste à côté. Et c'est vrai que jusque dans les années 80, Tosquelles est venu faire assez régulièrement des interventions à l'école d'éducateurs de Saint-Simon. On est quand même étonné de voir une telle exposition dans un musée. On a plutôt l'habitude de voir dans un musée un travail autour de la figure d'un peintre, d'un artiste, d'un sculpteur. C'est vrai que là, faire quelque chose autour de la figure d'un psychiatre, qui était sans doute multitâche, mais qui par contre, lui, ne dessinait pas. Alors, c'est pas si vrai. C'est pas si vrai que ça. Mais c'est vrai qu'on a peu l'habitude de voir des expositions comme ça, centrées sur des personnages qui, d'un premier abord, n'ont pas à voir avec l'art. Alors, il ne se considérait pas comme artiste, mais dans la première salle, on a 2 œuvres de lui. Une vue de Saint-Alban et aussi un portrait d'Hilarion Tissot. Hilarion Tissot étant un ancien interné qui lui-même, après, est sorti de son asile, était devenu prêtre, puis s'était mis à créer à fonder un peu partout des hôpitaux. Il y a également aussi quelques dessins de travail. Alors, je ne sais pas si on appelle des dessins, des écrits... des schémas, ça ressemble presque à des œuvres d'art brut. En fait, c'est assez drôle à dire, mais c'est vrai qu'il ne se dit pas artiste. Après, nous avons aussi ce goût aux abattoirs, depuis qu'on essaie d'avoir que même lorsqu'on suit une figure, on n'essaie pas de la suivre isolée du reste. Quand on avait fait l'exposition de Jacqueline Deyang, on avait montré aussi tout le magazine qu'elle avait fondé autour de Situationist Times, qui est autour donc, du tout le mouvement Situ et de tous ceux qui en faisaient partie. Lorsqu'on avait fait Picasso et l'exil, c'était Picasso et les artistes exilés espagnols et les artistes contemporains. C'était là d'ailleurs d'où venait une partie de notre première recherche sur les œuvres réalisées dans les camps d'internement. Qu'on a poursuivi encore avec cette exposition. Et on essaie aussi d'avoir des expositions, parce que moi, je crois l'art pour l'art, juste l'art pour l'art, j'y crois pas trop. Je pense pas que les artistes sont déconnectés de ce qui se passe autour de nous. Je pense qu'ils sont plutôt des catalyseurs. Donc c'est vrai que quand on a fait Peter Saul, on a aussi traité beaucoup de la question de l'histoire, de la représentation noire, de la guerre du Vietnam. Donc je pense qu'il y a... moi j'ai ce goût pour l'histoire aussi, mais je crois aussi que tout ça correspond à un air du temps également. En fait, le paradoxe dans cette exposition-là, c'est qu'elle était prévue avant le Covid. Donc elle se fait après, et sûrement elle ne se reçoit pas de la même manière aussi. Elle ne se reçoit pas de la même manière pour des tas de raisons. Parce qu'il y a cette discussion sur qu'est-ce que c'est que se soigner aujourd'hui. Parce que on a tous, plus ou moins, à des degrés divers, une notion de ce qu'est l'enfermement. Et également, ça nous a troublés, on a été heureux, et en même temps, on se dit, ils sont aussi venus parce que c'est une forme de cri chez eux. On a eu énormément de gens du médical, de psychiatres, d'infirmiers psychiatriques,
et parfois des choses qui se faisaient totalement sans nous. Un jour, on voit sur les réseaux, à tel moment est venue l'association des internes en psychiatrie de Toulouse. Et après, ils sont allés parler dans un bar. Je me suis dit, zut, ils auraient dû me le dire. Moi, je serais bienvenue. J'aurais voulu savoir ce qu'ils ont pensé. Mais en fait, cette exposition, elle nous a un peu échappé. Et c'est ça qui est le mieux, en fait. C'est quand les gens s'en emparent eux-mêmes de ce projet-là. Et c'est vrai que c'est pour ça que je dis, il a un écho différent du fait de ce qu'on a vécu. C'est à la fois heureux et malheureux. Voilà, donc l'exposition François Tosquelles, elle s'appelle La Déconnaterie, sous-titrée Art, exil et psychiatrie autour de François Tosquelles, dont l'histoire de l'éclosion d'un mouvement psychiatrique en même temps que l'histoire de l'éclosion d'un mouvement artistique. Ça se passait à Saint-Alban, ça a commencé au début de la guerre pour se terminer une vingtaine d'années plus tard avec le départ de Tosquelles de Saint-Alban. Saint-Alban qui continue à exister, c'est toujours un lieu de soins. C'est aussi un endroit à voir. On peut aller le voir en Lozère. Donc une exposition que l'on peut voir jusqu'au 6 mars prochain autour de la figure de ce psychiatre catalan espagnol François Tosquelles. Avant de vous quitter, Annabelle Ténez, je vais quand même vous poser une autre question sur la suite des expositions. Manuel Pomar nous parlera d'autres expositions dans 3 minutes. Toulouse bruisse de rumeurs autour d'une exposition Niki Semphal aux abattoirs. Vrai, pas vrai? Alors d'abord, on va s'attacher à une autre figure, c'est-à-dire qu'en avril, on va avoir la grande Orlan parmi nous. Faut quand même le dire, c'est pas n'importe quel artiste. Donc d'abord, une grande exposition historique avec Orlan, historique et actuelle. Donc, c'est pas n'importe quelle femme artiste. Donc, on va faire une grande exposition avec elle. Et il est fort possible qu'à un moment après Orlan apparaisse Niki de Saint-Phal. Ce qui serait quand même assez réjouissant à Toulouse. Vous pouvez déjà nous en dire 2 mots ou pas encore? C'est quoi? C'est une large rétrospective? C'est un focus sur un aspect particulier de son travail? Alors plutôt un aspect particulier de son travail, puisque notre idée c'est aussi à la fois de regarder des grands moments d'histoire de l'art. En parallèle de la déconnaterie, on a eu aussi la Dame à la licorne médiévale et si contemporaine, et pendant laquelle on a travaillé aussi, c'est ça qui est le paradoxe du Moyen-Âge, avec d'incroyables jeunes artistes français de 30-40 ans travaillant aussi sur le Moyen-Âge aujourd'hui. Comme quoi, on n'est pas obligé d'abandonner l'histoire à certains. On peut l'écrire de tous les bords. Et donc, on va essayer de trouver un angle un peu nouveau. En fait, ce qui va nous intéresser, c'est de travailler sur les années 80 et 90 de Niki de Saint-Phal. Donc, c'est comme un peu Niki après les tirs. Parce que vous savez, on s'intéresse toujours aux figures au moment où elles émergent. Mais les artistes, ils ont une vie entière. Et les femmes, on va dire que souvent, on ne regarde pas, selon ce terme très laid, il faut que j'en trouve un d'ici à l'exposition, on ne regarde pas la deuxième partie de carrière. Et donc, l'idée, c'est de regarder une Niki de Saint-Phal après les tirs. C'est-à-dire Niki de Saint-Phal, une fois qu'elle est connue, où on se dit, mais où elle décide que c'est pas parce que je suis connue que je vais faire toujours la même chose. Ça veut dire qu'on parlera aussi du Jardin des Tarots, par exemple? On commence avec le Jardin des Tarots. Parfait. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, en attendant, Niki de Saint-Phal au musée des abattoirs, je vous rappelle que jusqu'au 6 mars, vous avez intérêt à partir FISA voir cette exposition, La Déconnaterie. J'espère qu'on vous aura donné toujours envie d'aller le voir. C'est quand même un sacré moment de réjouissant à une époque où on veut nous faire croire que le bonheur, c'est dans l'individualisme. Voir l'histoire de ces gens qui se sont réunis pour inventer quelque chose, ça fait quand même plaisir et ça donne du baume au cœur. Merci beaucoup en tout cas Annabelle Ténez d'être venue dans cette émission. Merci à vous. Et lorsque l'exposition Orlan aura commencé, vous viendrez également nous en parler. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.
Elle s'appelle Marie-France, elle a tout juste 20 ans et elle vient d'épouser un inspecteur des finances, un jeune homme très brillant qui a beaucoup d'espérance. Mais depuis son mariage, chacun dit en la voyant, bourrée de complexes, elle a bien changé. Faut la faire psychanalyser chez un docteur pour la débarrasser de ses complexes à tout casser, sinon elle deviendra cinglée. Elle s'ennuie tout le jour dans son bel appartement. Et pour passer le temps, elle élève dans sa baignoire des têtards. Et le soir, quand son mari est rentré, elle préfère s'enfermer avec ses invertébrés. Bourrée de complexes, elle est dérangée. Il n'y a rien à espérer, il n'y a vraiment qu'à la laisser crever. Tout ça parce qu'elle a épousé un coquelicot déjà fané. Fané. Elle s'est inscrite au Racing pour y apprendre à nager. Les têtards, tôt ou tard, ont fini par l'inspirer. Et là-bas, un beau soir, elle a enfin rencontré un sportif, un master, un beau gars bien baraqué. Mais bourré de complexes, et tout a changé. Car il est venu vivre chez eux et le coquelicot soudain s'est senti mieux. Ayant repris toute sa vigueur, il a enlevé le maître nageur. Adieu les complexes, fini les complexes. Elle a changé de sexe, tout est arrangé. Ce qui est assez parisien. On vient d'écouter Françoise Guerlain, chanteuse lumineuse qui nous a quittés il y a déjà 3 semaines. Et ça, c'est extrait d'un concert qu'elle avait donné il y a 6 ans au théâtre Jules Julien, alors qu'elle venait de sortir un album autour de reprises de Boris Vian. Ça s'appelait Du Vian dans le crâne. Et donc, Françoise Guerlain, entourée de musiciens venus du jazz pour cette célébration de la musique de Boris Vian. Françoise Guerlain qui nous manque énormément, et on continuera dans cette émission à passer sa musique régulièrement. Manuel Pomar, bonsoir. Bonsoir. On parlait d'exposition aux abattoirs. Vous êtes la preuve vivante qu'il n'y a pas qu'aux abattoirs où l'on peut voir des expositions, et vous avez noté sur votre petit carnet sans spirale plein d'endroits où il faut aller voir des choses en ce moment. L'Expo Tosquelles, vous y avez jeté un œil? Oui, un œil très attentif, ça me touche. Enfin, je suis très sensible à cette période-là.
Oui, à cette période, je suis sensible à l'histoire des réfugiés espagnols. Je suis petit-fils d'un anarchiste espagnol. Et mes engagements collectifs viennent directement de cette éducation. Mon père, moi je m'appelle Manuel, mon père s'appelle Modesto. Ce sont des prénoms un peu marqués politiquement. Vous voulez dire quoi? Donc, qu'est-ce qu'on peut voir, hormis cette exposition Tosquelles aux abattoirs, qu'est-ce qu'on peut voir en ce moment à Toulouse? Alors, comme Jean-Pierre le disait, il y a une effervescence en ce moment et c'est heureux. Cela semble être les prémices du printemps. Et on parlait de pensionnaires. Là, je vais vous parler du fol appart. Ah. Ouais, bon, ok. Je vais pas vous le faire. Hein, les différents jeux de mots possibles. Donc, c'est un couple d'artistes qui sévit sous le nom d'Animasao. Je vous avais peut-être déjà parlé d'eux. Ils font de l'animation numérique, mais très, très archaïque, peuplé de glitch et de pixels boiteux, c'est très poétique. Et ensemble, leur pied-à-terre à Toulouse est un appartement avenue de la Colonne, un appartement magnifique, qui est un appartement bourgeois 19e avec tenture, moulure, petits anges qui soutiennent la cheminée, fresques et hallebardier en vitraux, quelque chose d'assez fou. Dans un esprit assez baroque. Voilà, c'est vrai, c'est très très chargé. On ne vit plus comme ça dans ce type d'intérieur. Et cette maison est voisine, elle fait partie d'un ensemble que les Toulousains connaissent un peu. Je pense qu'il s'appelle la maison Giscard, qui était une fabrique de terre cuite. Donc la famille Giscard fournissait tous les parements en terre cuite des maisons des Toulousaines. C'est un patrimoine assez exceptionnel qui ne demande qu'à vivre. Et qu'à être restauré. Oui. Je me dis qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, tout ça se termine dimanche. C'est pour ça que je vous en parle en urgence. C'est vraiment l'initiative de ces deux personnes, dont une Lady Miss Pénélope qui va faire partie d'Extrême Cinéma, qui est quelqu'un qui sélectionne des disques très très précis. Elle a on va dire très pointu. Oui, non, pas précis. Elle connaît bien tout le punk féminin, que ce soit le punk historique qui est des années 70, fin 70 des USA à l'Angleterre à chez nous, mais voilà, donc guetter son passage à Extrême Cinéma, ça vaudra aussi le déplacement. Donc ce couple a invité une artiste dont j'apprécie vraiment la peinture tout en délicatesse, qui s'appelle Muriel Rodolos, qui fait une peinture qui a comme particularité, d'ailleurs elle le dit comme ça, c'est une peinture inversée sur plexiglas, c'est-à-dire qu'elle peint au dos du plexiglas. Donc on ne voit pas la surface même de la peinture, on voit la surface lisse. On voit la surface du plexiglas, donc on découvre la peinture à travers un écran finalement. Et là, il y a toute une série de tableaux de différentes années qui sont sélectionnés, aussi bien parce que c'est une peintre qui fait des formats, on n'est parfois pas dans la peinture historique, mais elle explore des paysages. Et il y a une peinture qui m'a beaucoup marqué, qui est une série c'est une vue. Alors, au premier regard, je n'avais pas compris ça, évidemment. C'est une vue de Téhéran et de ses toits terrasses. Mais le titre, c'est Rooftop. J'ai un peu de mal avec Rooftop. Vous avez un peu de mal avec l'anglais, c'est ça que vous voulez dire? Ah non, pas du tout. J'ai pas de mal avec l'anglais. J'ai du mal avec le soft power. Voilà. Donc, des toits terrasses de Téhéran. Et justement, nous, le Rooftop, on a importé ça de Brooklyn, on va dire, pour faire vite. C'est des lieux de divertissement. À Téhéran aussi, mais ce sont des lieux de divertissement parce qu'on est caché à la vue de la rue. Et comme vous le savez bien, en Iran, les libertés sont plus que restreintes, encore plus pour les femmes. Voilà, l'Iran vit sous la loi islamique. Et donc, Muriel a travaillé à plusieurs reprises à Téhéran. Donc, elle a fait l'expérience de ça. Et c'est pour ça qu'elle dresse comme ça ce portrait de la ville par ses toits et donc par ses espaces de liberté. Il y a aussi une forêt, très belle peinture, assez imposante, un paysage dans lequel on est vraiment plongé parce qu'il est à l'échelle du corps.
Voilà, donc je vous conseille d'aller au Follow Part, c'est avenue de la Colonne, c'est ce soir jusqu'à 20h, demain il y aura un défilé de mode et dimanche c'est la fin, donc il faut se dépêcher. À 20h, voilà. À 20h on ferme les portes. Oui, donc vous trouverez tout ça sur les internets comme on dit. Oui. Ensuite, le Follow Part, vous tapez le Follow Part et c'est tout bon. Ouais, passer par Facebook, ce sera plus simple. Parce que, oui, c'est une initiative d'artistes. Donc, il n'y a pas de site. Enfin, voilà. Il y aura un autre épisode, m'ont-ils dit. Et donc, je salue. Moi-même, j'ai commencé mes premiers commissariats dans les appartements. J'adore. C'est super d'exposer dans un appartement. Allez, on va aller dans une galerie maintenant. Une des rares galeries toulousaines dignes de ce nom, qui s'appelle Jean-Paul Barès. Qui se trouve où ? Chez les Triplés, non, je plaisante, à Saint-Étienne. Je suis bête. Donc, c'est une artiste, là aussi, donc, oui, vous en doutez, je vous parle des artistes dont j'apprécie le travail, c'est Lucie Laflorencie. Alors là aussi, on est dans la peinture, mais ça n'a absolument rien à voir. Voilà, la peinture est un vaste territoire, et Lucie Laflorencie est aussi une personne... D'ailleurs, Muriel Rodolos ne fait pas que peindre, elle fait de la performance, c'est une art, mais on retient sa peinture, il y a toujours des travaux qui marquent plus l'œil que d'autres, mais elle fait des vêtements, c'est un monde d'art. Et chez Lucie aussi, il y a ce rapport au volume. Elle propose en fait des paysages, mais à partir de matériaux de construction. En fait, son vocabulaire plastique est plutôt à base de poudre de ciment, de parpaing, de débris de granit ou de marbre. Et avec ces éléments, elle va construire des tableaux qui semblent lourds et qui le sont, qui ont vraiment une présence physique aussi, mais qui évoquent par la couleur. Il y a vraiment un travail de couleur très, très doux. On est dans une contemplation... moi, c'est une exposition qui m'a fait du bien. La valeur curative de l'art, c'est important. On vient d'en parler longuement en parlant de Toscanes. Et le travail de Lucie, oui, il y a vraiment... elle ouvre des portes vers des horizons lointains. C'est quelqu'un qui travaille souvent en résidence. Et c'est vrai que la majeure partie de ce qu'elle présente là a été réalisée pas mal au Maroc, à Rabat, mais aussi au Nouveau-Mexique. Donc vous imaginez les lumières qui viennent nourrir sa pratique. Donc c'est une exposition jusqu'au 5 mars. Ah, j'ai pas dit le titre. Et je vais mettre mes lunettes. Ouais, quelquefois c'est utile. Donne-moi la couleur naissante. C'est pas beau ? Ah, c'est joli. Très beau. C'est très joli. Galerie Jean-Paul Barès. Autre chose ? Autre chose, si... Alors, je ne l'ai pas vu encore, mais je vais y aller. C'est au Pavillon Blanc, à Colomiers, où il y a une artiste qui s'appelle Claire Sauvager, qui fait des paysages suspendus à partir de végétaux et d'empreintes d'impression 3D. Alors, c'est une hybridation... assez oxymoresque, si je puis me permettre le doux néologisme. Mais je pense que j'en ai eu de bons échos, j'ai envie d'y aller, donc je conseille aussi. Et vous nous en parlerez peut-être la prochaine fois. Peut-être, qui sait. Qui sait. En tout cas, à une prochaine fois, très vite, on va peut-être essayer de raccourcir le temps. La dernière fois que vous étiez venu dans ce studio, c'était bien avant les vacances de Noël. La maison, le solfège et le goéland, nous chanterons l'arpège comme des limaçons. Oui, les souvenirs sont frêles, as-tu bien entendu? La maison et le solfège. Non, 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 elle n'est pas jolie la chanson. Non, en juxtaposition et des accords pam 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 pam. Non, je n'ai pas trouvé meilleure solution pour oublier ton prénom que de chanter des limons.
sel. Non, 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 elle n'est pas jolie la chanson. Non, juxtaposition et des accords pimpon pimpon. Non, je n'ai pas trouvé meilleure solution pour oublier ton prénom que de jouer à André Breton. Les chaussures sont mortes sous un poutré long. Oui, les souvenirs sont frêles, as-tu bien entendu un chant dans une étincelle? Non, 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 elle n'est pas jolie la chanson. Non, juxtaposition et des accords pimpon. Non, je n'ai pas trouvé meilleure solution pour oublier ton prénom que de chanter des rimes en rond. Non, 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 elle n'est pas jolie la chanson. Non, sans signification et des accords pimpon. Non, je n'ai pas trouvé meilleure solution pour oublier ton prénom que de jouer à André Breton. Non, 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 non. On vient d'écouter Jokari, alias Marion Josserand, Jokari, le morceau André Breton. On parlait de surréalisme tout à l'heure. On y est encore en plein avec ce morceau. Jokari, qui vient de sortir son premier album, c'était mi-décembre. Main gauche, album toujours chaudement recommandé par la maison. Et on attend qu'elle vienne jouer à Toulouse un de ces jours. Ça devrait bien arriver. Le 23 janvier, elle était pas très loin d'ici, au Moulin à Portet-sur-Garonne. On espère que bientôt elle viendra également jouer ici. Et puisqu'on parle de concert, eh bien, on va finir l'émission avec une petite page concert avec ce soir du jazz, eh bien, du jazz au Chorus. Le Chorus, ça se trouve 144 avenue de Muret, avec ce soir le Pinktown Quintet, un quintet qui est réuni autour du pianiste Philippe Léauger. Ce soir, Soul et Funk Wanted Jack Saloon, ça se trouve 2 rue Raymond 4, c'est à partir de 20h, et ce soir le groupe qui sera l'invité de ce bar qui commence à faire de la musique, et il va falloir qu'on s'y intéresse parce qu'il commence à organiser des concerts. C'est le White Flower Union, et donc le lieu c'est le Wanted Jack Saloon. Soirée goguette ce soir à l'itinéraire bis à partir de 20h. Soirée basse, drum and bass et dubstep au Rex à partir de 23h55 avec Bad Jocks, Niveau 0, Mektoub, Tambour Batang, tous artistes du label Châteaubruyant, label qui fête en ce moment ses 10 ans d'existence. Un nouveau cabaret 2000 ce soir et demain soir au Parc des Sports du Bazac à partir de 20h. Cabaret 2000, des séances montées par le cirque des Petites Natures et qui mêle circassien et musicien. À la Candela ce soir à 20h30, Mr. White, un guitariste en solo pour un répertoire très rock'n'roll. Pop à Maison Blanche avec Thérèse Teza à 20h30. Flip Flop Party au Beers House. Ça, le Beers House, c'est un bar qui se trouve près du pont Guillemery, et les Flip Flop Party, ce sont des sessions organisées autour du batteur Tim Alcorn qui invite régulièrement des copains à venir jouer avec lui, plus des invités, et ça joue très, très soul et très funk dans ces soirées-là. Allez en voir une et vous y reviendrez sûrement parce que c'est assez addictif. Soirée sur le fil à Archipel, ça c'est dans un autre style. C'est des soirées plutôt pluridisciplinaires avec ce soir, il y aura le joueur de Viella Harou, Dominique Régef, la danseuse Myriam Chave et puis la dessinatrice Serena Panelli au programme de ces sessions pluridisciplinaires à partir de 20h. Archipel, ça se trouve donc sur la place Arnaud Bernard. À la Cave Poésie ce soir, théâtre musical avec La Cave d'après Thomas Bernard, mise en scène Isabelle Lucioni, et sur scène on retrouvera l'acteur et chanteur Jean-Marie Champagne et le musicien, violoncelliste et chanteur Auguste
Harley à partir de 21h, donc La Cave. Et puis au taquin ce soir à 21h, Djebaletti, un trio toulousain jouant une espèce de musique explosive où se mêlent influences caribéennes, africaines, méditerranéennes et occitanes. Vous rajoutez à cela la trance du désert et vous avez un peu une idée de ce que ce soir Djebaletti va jouer au taquin. On va en écouter tout de suite un extrait tiré de leur dernier album qui date déjà d'il y a 2 ans, Dea Djebaletti, ce soir au taquin à 21h. Io ti preghi divina bella, ti veneri divina bella, io t'adori divina bella, io t'aimi divina bella. Na mai ridundule a te su undada, ma unasa, questo undea, questo le mie misure avesa, io ti preghi divina bella, ti veneri divina bella, io t'adori divina bella, io t'aimi divina bella. Affodita lega bella, sirena che balla se laiga, o visiti mio pau di essa negasli a laiga de ma, o madonna della che, madonna nega dosi in caire, o frisi tu si che mi fa pau ad una spiritualità. C'est l'ouf che mi brûla. E tu lacrima de macula non mi e te preghi divina bella, ti veneri divina bella, io t'adori divina bella, io t'aimi divina bella. Affodita laiga bella, sirena che balla se laiga, o fisi di mio pau di essa negasli a laiga de ma, o madonna del castello, madonna nega dosi in caire, o fisi tu si che mi fa pau ed una spiritualità de ma, de lune, d'argent, o noche, ludo, de mira, all'ouest, Diana, Dea, 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 Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout ce pamphlet avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel.
Et voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas quand même que ce soir, c'est le lancement du festival Extrême Cinéma à la Cinémathèque, avec ce soir un ciné-concert avec le musicien Undud sur le film Dr. Jekyll et Mr. Hyde de John Robertson, film noir et blanc datant de 1920, séance à 21h. Le reste de la programmation sur le site la cinémathèque de Toulouse toutattaché.com. Extrême Cinéma programmé, dont la programmation entre autres est assurée par notre bon professeur Thibaut. C'est pour ça que ce soir il n'est pas dans ce studio. 23e édition de ce festival qui va décliner sa programmation foutraque jusqu'au 26 février prochain. Ça commence donc ce soir avec ce ciné-concert Dr. Jekyll et Mr. Hyde à la Cinémathèque de Toulouse. Dans quelques instants, vous retrouvez l'incredible Little by Little Show avec son amazing disque jockey Mr. John Little, Petit Jean pour les intimes. Et ce soir, ça va sans doute saigner. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse, avec le trompettiste William Lodinat et Rémi Sauvigna du groupe Walter Sextan. D'ici là, portez-vous bien. Salut les filles. Caramel.